Et ben c'est parti, salut Sylvain. Je suis- Hello, Tu vas bonjour à bien? tous. Très bien, très bien. Je suis super content de te recevoir sur le Live Vieta, sur un sujet hyper intéressant et hyper d'actualité. Donc, comment remettre le business au cœur du produit grâce à la data et l'IA. Donc, plein de beaux sujets. On va attendre encore 1 ou 2 minutes que les gens se connectent et puis ensuite on va démarrer. Peut-être on peut peut-être démarrer par que tu te présentes pour ceux qui éventuellement te connaissent pas. Bien sûr. Et n'hésitez pas à utiliser le chat. J'essaierai de lire et de multitasker un petit peu pour voir les retours ou orienter un peu certaines réponses aux questions. Sylvain, je suis CPO de PayFit, qui est une boîte qui gère, qui offre une solution de paye et de SIRH, notamment pour les TPE et les PME en France, en Angleterre et en Espagne. On a à peu près 18 000 clients. Je gère le produit, design, data, compliance et product marketing. Donc, et j'ai un background, on va dire les 15 dernières années, un petit peu plus maintenant, en produit design et aussi gestion de business unit ou de PNL côté business dans plusieurs entreprises. Euh, et j'ai passé 15 ans à l'étranger aussi, entre notamment Berlin et New York, et je suis rentré il y a 2 ans et demi en France. Voilà, euh, j'ai une femme et un petit enfant de 4 ans et demi. Voilà, côté Trop perso. cool, N'hésitez pas, si vous avez des questions après, j'essaierai d'y répondre. trop cool. On avait mis une question sur qu'est-ce que tu manges pour être un bon CPO. Si tu veux déjà commencer, qu'est-ce que tu manges le matin pour être un bon Ouais, CPO? euh, je, 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 ma priorité est de faire manger mon fils le matin, mais je pense que comme toute personne et comme tout exec, euh, c'est bien d'avoir beaucoup d'énergie. Euh, et il faut savoir reconnaître qu'il y a toujours des hauts et des bas, et qu'il faut toujours être je pense, sur une crête qui demande de l'énergie entre essayer de faire augmenter le niveau, euh, d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés et en même temps de motiver ses équipes et la confiance et la capacité à, entre guillemets, entreprendre de gravir des montagnes vient aussi de la capacité à voir des plus petites montagnes qu'on arrive à gravir plus facilement pour ensuite se fixer des objectifs plus élevés. Donc je réponds différemment, mais Non, l'important c'est ça- l'énergie positive, l'énergie continue et le détail de ce chemin de crête. Super clair, bah, ça répond bien ouais, à la question. Et puis moi, tu vois, j'aime bien utiliser des hauts et des débats. Comme ça, il y a moins le côté bas, mais il y a le côté échange, discussion et comment faire pour être une meilleure personne tous les jours. Eh ben, écoute, merci d'avoir joué le jeu, Sylvain. Je vais commencer à partager les petites questions qu'on avait un peu préparées. Euh, voilà. Alors attends, pourquoi je peux pas le mettre en diapo? Voilà, diaporama. Donc le sujet du jour, remettre le business au cœur du produit grâce à la data et l'IA. Et donc, oula, pardon. Première question. C'est quoi ton constat déjà par rapport à tout ça, par rapport à remettre le business au cœur du produit? Pourquoi c'est d'autant plus important aujourd'hui qu'avant? Moi, je pense que la- l'évolution du contexte macroéconomique et la logique on parle plus que des levées de fonds et de la croissance, mais on parle beaucoup de profitabilité, de marge nette et d'autres indicateurs, fait qu'il y a, je pense, une pression et un contexte, mais une pression positive, qui amène de la convergence entre indicateurs des différentes équipes. Il y a toujours des indicateurs, et ce n'est pas un sujet nouveau en tant que tel, mais je pense que le contexte fait que ça devient une priorité plus évidente ou plus nécessaire. Euh,
on parle moins de alors combien de recrutements on a fait en produit et en tech cette année, combien de releases on a shippé, etc. Mais plus ce qu'on appelle évidemment les outcomes. On est là pour augmenter évidemment la satisfaction des utilisateurs, on va dire l'expérience client, mais celle-ci doit se retrouver dans des chiffres concrets qui sont des indicateurs qui traditionnellement sont plus suivis par des fonctions business, mais auxquelles évidemment les équipes produits et tech contribuent en fait activement et doivent plus les avoir en tête, plus les comprendre. Et donc ça peut générer à la fois du conflit, mais aussi de l'empathie. Voilà, et je pense que une chose qui peut unifier, il faut toujours trouver vous avez tous, je pense, dans vos entreprises, vos expériences, des exemples d'incompréhension, ce que j'appelle les incompréhensions fondamentales, au sens les gens se parlent mais ne se comprennent pas, et comment trouver des mécanismes pour comprendre les autres et des discours, on va dire, communs. Et je pense que la data et l'IA, et je l'expliquerai un petit peu plus, peuvent aider à rapprocher certaines équipes. Bah écoute, même tu peux y aller direct justement sur Ouais. comment justement bah, la data et l'IA peuvent faire ça. Je pense que, enfin, quand on parle évidemment d'équipe produit, je- j'utilise ce terme au sens large, donc pas uniquement le product management, produit, tech, data, design, etc. Euh, il y a vraiment la logique de ce que j'appelle de transparence et de communication. Est-ce que les objectifs qu'on appelle business, mais qui en fait, ce terme-là est aussi un peu dépassé, c'est quoi les objectifs de la boîte et comment elles sont communiquées à toutes les équipes, quel que soit le framework, OKR, priorité, etc., qui est une transparence et une compréhension et qui permettent à chaque équipe de comprendre, de contribuer au lien entre les objectifs de son équipe, quelle que soit la granularité, une squad, une tribe, une personne, un individu, par rapport aux objectifs de la boîte. Il y a évidemment des utilisations de frameworks qui sont plus ou moins, et c'est pas l'objectif, c'est pas de lister des frameworks, que ce soit Rice, Moscow, Now, Next, Later, peu importe, mais qu'il y ait Ouais. un certain degré de partage et de compréhension entre équipes de ces sujets-là. Euh, je dirais les équipes produits et tech ont une tendance générale euh, à mixer, et ce qui est normal, les résultats des projets en outcome. Est-ce que j'ai augmenté le taux de conversion de 10%, etc. Il y a des équipes au sein de produits tech qui sont plus habituées à ces mécaniques-là, notamment les équipes qui travaillent sur la partie acquisition, conversion, etc. Et d'autres équipes sont plus habituées à une logique d'output. Est-ce que j'ai shippé un projet, etc. La réalité, c'est évidemment, c'est un mix des deux. C'est pas, mais plus une équipe devient mature, plus la logique d'outcome doit prévaloir sur la logique d'output. Et je donne un exemple sur la partie aussi relation, empathie et le rôle de la data et de l'IA. Bah, je pense que je vous pose la question un peu dans le chat. C'est quand la dernière fois que vous avez eu des membres des équipes produits et tech qui ont participé à des business reviews? C'est quand la dernière fois où vous vous êtes assis avec des collègues de sales ou de customer support ou de marketing en regardant ensemble le même dash que vous utilisiez, Looker, Tableau, Amplitude, etc. Et en fait, la data, avec une logique d'éducation évidemment de certaines équipes, il faut trouver toujours c'est quoi le premier cercle de compréhension d'une équipe à l'autre. Mais il y a des logiques vraiment intéressantes. Et je donne un exemple très très concret peut-être pour affiner le point. Il me paraît fréquent que la relation entre produit et sales, au sens équipe de vente, est souvent peu développée, parce qu'elle est souvent médiée par notamment les équipes marketing.
Et la problématique de comment capturer pour les équipes produits le feedback des sales à l'échelle et comment pour les équipes sales avoir l'impression que, entre guillemets, l'équipe produit nous écoute, peut-être qu'il y a toujours un problème difficile parce que c'est comment se passe le feedback, est-ce que c'est qualitatif versus quantitatif. Et là, on arrive avec des solutions où ça devient plus naturel. Par exemple, grâce à l'IA, je sais pas, nous, on utilise Mojo, il y a plein d'autres solutions, Gong, etc., pour les enregistrements des call sales, qui permettent des analyses aussi, grâce à l'IA at scale, de feedback, de suivi, qui permettent ensuite d'avoir des discussions différentes entre produits et sales. Et c'est juste un exemple concret, il y a plein d'autres exemples comme ça. Mais c'est pour ça que je crois beaucoup au pouvoir de la data et évidemment de l'éducation des différentes équipes pour avoir de meilleures discussions et au final de meilleurs outcomes. C'est ça l'objectif. Ouais, merci Sylvain. Moi, ce que je trouve super intéressant, et c'est vrai que aussi ce que je vois moi à mon niveau dans les différentes équipes produits, c'est qu'en fait on a tendance à vouloir désiloter. On dit il faut désiloter, il faut que former un trio fort produit, design, tech. Il faut essayer de autant que possible quand on en a dans l'équipe, pareil d'intégrer les PMM, donc la partie product marketing. Et en fait, bah, on oublie souvent de désiloter aussi avec les sales, qui, où il va y avoir parfois des relations plus entre guillemets, hein, client-fournisseur. On va aller voir les sales. Est-ce que tu peux me donner un peu de données? Qu'est-ce que tu observes sur le terrain? Mais la réalité, c'est quand est-ce qu'on se pose pour définir presque les. En fait, ça serait effectivement hyper intéressant de définir les outcomes directement dans des ateliers avec les sales intégrés dedans. En tout cas, pour ma part, je l'ai rarement vu. Donc, tu as raison quand tu poses ta question au chat. Est-ce que c'est quand la dernière fois que vous êtes assis avec une équipe sales? Il suffit pas d'aller récupérer de la data chez eux. Il faut aussi parler avec eux, prendre leurs insights et les réintégrer dans ce schéma-là. Je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Et ce qui est important, évidemment, je réalise la data, il faut bien comprendre les différentes sources de données qui sont disponibles. Il y a tout un panel, évidemment, une panoplie de sources avec leurs biais qui doivent être compris et connus entre toute la partie behavioral tracking jusqu'à la partie user research, en passant par les tickets du service client, les call sales, etc. Et en général, il y a une bonne capacité, et donc il faut utiliser cette capacité-là à comprendre et analyser ces différentes sources de données côté produit et tech. Mais évidemment, il y a ce que j'appelle des cercles concentriques de proximité entre équipes, qui sont d'ailleurs différentes selon les contextes d'entreprise, qui ne sont pas les mêmes en B2C et en B2B, évidemment. Et donc, il est naturel pour une équipe produit et tech d'avoir, entre guillemets, beaucoup plus de relations avec, sans doute, les équipes data, product marketing, que les équipes, par exemple, comms and PR, ou que les équipes sales versus les équipes service client. Mais réfléchissez à, et des fois ça peut venir, c'est toujours culture, process et outils. Okay, d'un point de vue culturel, avoir vraiment cette logique de compréhension de l'unicité des objectifs et de l'unicité des stratégies, tout en étant capable de décliner ça et de lier un peu ce que j'ai dit, que ce soit vos OKR perso, d'équipe, etc., avec un tout qui est plus grand que ce qu'on fait. Ça veut dire aussi être capable de faire des arbitrages d'investissement que vous comprenez. C'est-à-dire qu'il y a des arbitrages d'investissement qui se font de toute façon dans toutes les boîtes où vous êtes. Et mon challenge pour vous, c'est est-ce que vous voulez faire partie de la compréhension de ces arbitrages ou pas? Parce que de toute façon, il y a quelqu'un qui les fait. Et le deuxième sujet sur la partie, on va dire, juste prendre très très rapide, process et outils. Mon point, c'est qu'il y a toujours des outils assez structurés dans une entreprise et vous devez comprendre, entre guillemets, dans quel outil vit une autre équipe. Nous, chez Payfit et chez plein d'autres boîtes, l'exemple concret, c'est vous pouvez décider que vous n'aimez pas trop Salesforce ou Intercom, etc. Mais si c'est l'outil dans lequel vit une autre équipe, dans des logiques
d'adoption de pratiques, de changement culturel, etc., vous avez intérêt à comprendre l'importance de l'intégration. Et par ailleurs, tous ces outils-là qui développent souvent des fonctionnalités IA, encore une fois, utiliser la force, on va dire peut-être, ou la, ouais, je sais plus en français comment on dit, mais la propensity d'une équipe produit et tech à mieux comprendre des roadmaps IA d'outils tiers qui sont utilisés par d'autres pour justement vous intégrer dans cette discussion, dans cette compréhension et aussi générer du feedback utile, utile pour vous, quoi. Ok. Et je vois, Sébastien, tu poses la question par rapport Ouais. à Dust, qui est un des outils qu'on utilise très activement chez PayFit. Hein. On a plus de 50% de nos collaborateurs qui utilisent Dust. Donc, il y a une logique, évidemment, de formation et de compréhension de ces choses-là. Et ensuite, d'accompagnement et d'adaptation de cas d'usage. Et je vais donner 5-6 exemples très concrets, etc., qui justement, sur lesquels les équipes produits euh, accompagnent d'autres équipes, qui permet aussi de mieux comprendre les process métiers. Donc, je vais donner des exemples un peu différents d'usage. Euh, Aider une équipe marketing sur la partie écriture de contenu avec la partie tone of voice qui par ailleurs est utile pour la partie applicative, la partie design, etc. On a plusieurs assistants là-dessus. Euh, Aider l'équipe SEO à faire sur la partie Search Engine Optimization, à faire de l'optimisation de mots-clés et à mieux comprendre les tendances du SEO avec l'arrivée de Generative AI. Est-ce que vous regardez en tant que PM acquisition le pourcentage de trafic qui vient des bots AI, etc., tu vois, qui était 0% il y a 12 mois, qui est peut-être 4, 5, 6% déjà maintenant, et comment ça change les logiques d'optimisation et même de roadmap produit par rapport à ça. Des assistants pour les équipes de vente en fait, c'est toujours difficile pour une équipe de vente, entre guillemets, de suivre, et c'est toujours frustrant pour une équipe produit de se dire, ah, en fait, les équipes de vente, elles comprennent pas les dernières fonctionnalités qu'on a lancées. Donc, il y a évidemment plusieurs choses à faire, hein, notamment avec la relation produit-sales et notamment la partie product marketing. Mais on a, par exemple, développé un assistant spécifique sur Dust qui permet à chaque sales de dire, bon, j'ai une question produit, voilà, je vais trouver. On a une partie sur la partie sécurité, on a une partie pour augmenter la qualité des follow-up notes des sales, parce que ça sert l'organisation, c'est-à-dire que ça sert toute la partie analyse, augmentation du taux de conversion pour la partie sales, mais aussi structuration des notes, par exemple, dans Salesforce pour faire des analyses plus poussées et entre guillemets, se servir soi-même côté produit, de se dire, bah, on a en fait une capacité d'analyse et de feedback qui est maintenant bien plus développée et structurée. Ou alors, nous, on a fait pas mal d'assistants pour la partie euh, customer support, donc service client, avec complexité différente de niveau de ticket, comment on associe la compréhension des différentes bases de connaissances, qu'elles soient sur Notion, Mayday, etc., quels que soient les outils que vous avez. Et donc, cette logique un peu on en vient un peu au cœur du produit, c'est-à-dire euh, l'association de plein de data et d'inputs avec un objectif de priorisation par rapport à des objectifs fixés et communs. Et en fait, cette discussion-là, elle est essentielle pour définir les cas d'usage. Et c'est le mix de l'association d'une expertise, on va dire un peu plus IA, data, etc., et des fois documentation, avec une expertise métier de compréhension de qu'est-ce qu'il y a à automatiser, où est-ce que je perds du temps, voilà. Ok. Et pourquoi vous avez du coup choisi Dust, moi par curiosité, sachant qu'a priori vous êtes dans un écosystème Salesforce, je crois il y a Agentforce qui existe. Est-ce que c'était parce que c'était là avant ou vous avez enfin, vous avez trouvé d'autres qualités chez l'un ou chez l'autre? Ouais, alors, bon, nous, on a commencé sur les sujets IA à
à s'en occuper, à regarder ça activement il y a déjà un peu plus d'1 an et demi en fait. Et on est arrivé, et donc je dis ça parce que le contexte de l'horizon de temps est toujours important dans toute Bien discussion. sûr. Ouais. Ces choses-là évoluent très très vite, mais en gros, pour faire simple, il y a 1 an et demi, on est arrivé à la conclusion qu'avoir quelques développements en interne sur des sujets très focalisés et sur la partie logique d'assistant, sur le mode Mm. efficacité interne, segmenté par cas d'usage, etc. On a pris Dust comme, on va dire, plateforme LLM assistant qui permet de faire du RAG, donc Retrieval Augmented Generation, sur quel que soit le sujet et la base de connaissances qu'on a. Et donc, on trouve que c'est un moyen qui permet de rendre accessible au plus grand nombre, ce qui est important, parce qu'au final, la logique de la formation et de l'accessibilité, on en revient toujours à ces sujets-là, pour qu'il y ait une capacité d'entraînement, d'action, d'émulation sur des cas d'usage différents par le plus grand nombre. Et après, on avait regardé évidemment, donc on a développé aussi PayFit Copilot en customer facing, qui est on va dire notre agent fait avec l'intelligence artificielle, qui est en customer facing, qu'on a lancé dans les 3 pays et In-house, du coup, ouais. Mm. qui a un gros succès. Je peux en parler un peu plus. Donc ça, c'est un développement interne. On avait regardé, par exemple, parce qu'à l'époque, nous, on utilise toujours, on a une stack Salesforce Intercom pour simplifier sur la partie service client. On avait regardé Intercom Fin pour diverses raisons à l'époque, y compris le fait que c'était pas GDPR compliant, et juste dans nos tests et analyses de qualité, ça marchait pas. À l'époque, il n'y avait pas Agentforce, mais il y avait Salesforce Einstein. Et pour être honnête, au-delà des slides, il y avait quand même peu de réalité derrière. Et donc après, ce que je dis maintenant est peut-être différent. Je pense faut reconnaître aussi sur quel cheval de bataille se focaliser. C'est impossible de suivre tous les outils. On n'est pas là pour benchmarker chaque outil tous les 6 mois, mais par contre, sur Ouais, ça va quelques-uns, très c'est hyper vite. important de le faire. Ouais. Donc, nous, on est très très content par rapport à notre contexte d'avoir choisi l'idée de Dust plus des développements internes sur la partie PayFit Copilot, etc., versus utiliser Agentforce. C'est super clair. Merci. Pour revenir plutôt sur des questions encore business, après on repartira un petit peu dans l'IA pour essayer un peu de varier les plaisirs. Comment faites chez Payfit pour aligner les équipes produits sur les priorités business sans sacrifier l'expérience utilisateur? Est-ce que vous avez enfin, voilà, des tips là-dessus ou des bonnes Ouais, pratiques? alors je pense qu'il y a toujours quels sont vos rituels slash framework communs, plus vraiment une logique d'éducation et de compréhension. Je vais commencer peut-être par la partie éducation-compréhension. Ça va, entre guillemets, sans dire, et en même temps, euh, faites le test dans vos équipes. Combien de personnes connaissent vraiment les indicateurs clés de la boîte et les comprennent au sens profond du terme et sont capables d'associer au minimum une de leurs actions à ces choses-là. Donc, si on parle de croissance de revenus, en général, ok, c'est plus ou moins bien compris. Dans le détail, pas forcément. Et c'est important de comprendre aussi la logique de contribution en lien avec la segmentation. Mais quand on commence à parler de marge nette, de unit economics, d'upsell, de price increase, etc. Donc, il y a toujours dans les équipes produits et tech une diversité de compréhension de ces sujets-là, qui est souvent liée à 2 choses, au moins un background, formation, etc. Et 2, le sujet sur lequel l'équipe se focalise. Bon, une équipe acquisition qui travaille tous les jours avec le marketing sur des cycles courts, en général, elle comprend mieux le business qu'une équipe infrastructure plateforme sur lequel peut-être le seul indicateur business clé, c'est le lien entre uptime, performance et coût d'infrastructure. Okay, donc, il y a vraiment un devoir côté équipe produit et ça peut créer des liens souvent. Les gens n'ont pas forcément
se disent pas, ouais, il y a un lien très fort à avoir entre produits et finances, mais sur cette compréhension et éducation. Et ça, j'y crois beaucoup. Et ça veut dire parler de ces sujets fréquemment, challenger vos équipes pour qu'il y ait vraiment sur chaque initiative des hypothèses qui soient faites, que ce soit, encore une fois, hein, enfin, moi, je demande toujours à mes équipes pour que chaque initiative, il y ait des hypothèses sur la métrique, ce que j'appelle primaire, donc vraiment la partie, c'est quoi la métrique que vous voulez bouger, et ça peut être du NPS, ça peut être du taux de conversion, ça peut être du revenu. Okay, du revenu, c'est rare, souvent, en direct, mais une équipe qui travaille sur l'expansion et l'upsell, ben, évidemment que elle est plus capable de faire ça qu'une équipe plateforme. Et encore une fois, donc métrique primaire, métrique secondaire. Et après, il y a vraiment cette logique de, quel que soit le framework que vous utilisez pour aligner des équipes, c'est quoi les grandes initiatives, les grands projets de la boîte, ou les OKR partagés, et c'est quoi les métriques que vous êtes capable d'associer, et du coup, la logique vraiment d'hypothèse, et encore une fois, plus on est mature, plus c'est outcome driven. Je vais augmenter le taux de conversion de X% quand je vais shipper, je sais pas, avec, etc. Mais avec une certaine latitude, évidemment, sur certains sujets sur lesquels, en fait, la mesure du succès, c'est aussi de shipper des fois des projets, quel que soit l'outcome, entre guillemets. Donc ça, c'est vraiment... nous, on fait ça avec la partie OKR. Ensuite, il faut le matérialiser, le représenter avec d'autres rituels. Par exemple, nous, on a une logique de monthly business review par, entre guillemets, grande fonction, et avec aussi une logique compagnie, et de se dire, voilà, quand est-ce que c'est la dernière fois qu'il y a un leader ou une leader produit ou design, etc., qui était exposé à ces sujets, même sans tout comprendre, mais comment on fait monter le niveau pour se poser les questions de ah voilà, c'est ça la compréhension des priorités des activités et des points de connexion entre là, au final, la roadmap, etc. Nous, on utilise beaucoup un process entre guillemets très simple, mais très inspiré d'Amazon. Donc, on fait des team reviews au niveau des tribes toutes les 6 semaines. Et avec, c'est des meetings de 30 minutes à 1 heure qui sont ultra efficaces. La team review, elle peut faire 25 pages. Tout le monde lit en même temps. Donc, il n'y a même pas d'attente de lire ça avant, pendant 15 minutes. Et ensuite, chacun pose ses questions dans le document, et on ne fait que les réponses. C'est-à-dire que le reste a été lu en même temps. Et l'objectif, c'est d'avoir vraiment la documentation des highlights, des lowlights, avec les hypothèses, backées par la data, etc. Et tout ça, c'est des processus d'éducation progressive. Hein, plus on parle de certains sujets, plus on progresse, plus on est capable d'aller plus profond, etc. Donc voilà, je mentionne quelques-uns de ces éléments. Je vais peut-être m'arrêter là pour qu'il y ait plus de retours et de questions, mais j'espère que ça vous aide. Ouais, c'était super clair. Merci Sylvain. N'hésitez pas dans la section dédiée à poser vos questions. Nous, on en a préparé quelques-unes, mais l'objectif, c'est aussi que vous puissiez poser vos questions à Sylvain. Alors, Et oui, parler peut-être, je sais, tu as posé juste un petit élément sur, souvent, des fois, il y a ce débat naturel, hein. J'ai un objectif business, mais ça va demander des compromis pour l'expérience utilisateur. Okay, la vie est faite de compromis. Okay, on est là pour à la fois, il y a une corrélation assez forte à long terme, et ça c'est important, entre qualité de l'expérience client et succès, mais il y a d'autres éléments à avoir en tête. Et prenez des exemples très concrets pour voir quel type de trade-off sont acceptables selon différentes thématiques. Je donne un exemple très concret. Si vous avez des équipes qui travaillent sur, je sais pas, la partie subscription billing ou facturation, etc., bon, ben, c'est sûr que le moment de facturer a un impact sur le business, qu'il soit en termes de revenus, de taux de conversion ou de cash management, avec des paramètres qui doivent être compris par les équipes, et ensuite une capacité de faire des hypothèses et de vérifier ces hypothèses et de regarder des trade-offs entre différentes métriques.
Et la réponse à ces questions peut être différente. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir le framework de discussion de ces trade-offs. Okay, et ensuite, il y a des arbitrages, des fois qui sont faciles, des fois qui ne sont pas faciles. J'ai accéléré le cash management, le cash collection sur cette partie-là, mais j'ai fait baisser la satisfaction utilisateur de X%. Quel est le trade-off qui est acceptable pour la boîte à date X? Il n'y a pas de réponse Ouais. générique, honnêtement. Ce qui est important, c'est de poser les paramètres et ensuite, comme tout truc dans le produit ou dans la vie, d'avoir une idée de priorisation de ces paramètres. Ouais, c'est intéressant d'arriver un peu en amont et de enfin, ça peut être une bonne pratique à récupérer pour les product managers qui nous écoutent, mais de faire ça en amont, en fait, effectivement, de poser ton hypothèse, c'est quoi ce que tu fais normalement déjà, bah, c'est quoi la valeur que tu veux apporter à tes utilisateurs sur telle opportunité, etc. Donc, bah, on parle d'outcome, effectivement, mais aussi qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur le business. Normalement, on est aussi censé le faire, mais après, effectivement, tu vois, de se dire quel est ce compromis dont tu parles, quel est le compromis à faire, acceptable, etc., le voir avec les bonnes personnes aussi, de le traiter en amont déjà, ça t'aide quand même, ça t'oriente bien quand même vers ensuite, quand tu Absolument. rentreras dans la partie plutôt solution, les choix des solutions à mettre en place, et aussi d'être capable ensuite de suivre les KPI et de réajuster. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi, encore une fois. Enfin, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ce que toi, tu vas préparer vraiment beaucoup en amont, enfin, que tu vas insuffler à tes équipes, mais en tout cas de cette préparation en amont, de ce cadrage en amont, pour pas arriver trop en retard et se dire, ah mince, ah, du coup, c'est pas cool pour le business, c'est top pour les utilisateurs, mais pas cool pour le business, ou inversement, c'est Exactement. super bien pour le business, mais pour les utilisateurs, il y a eu une grosse baisse de satisfaction utilisateur. En arrivant bien en amont, comme ça, on peut anticiper et se poser les bonnes questions. C'est effectivement une super bonne pratique. Merci pour si loin. Est-ce qu'on revient sur la partie un peu IA? Ouais, très bien. Eh bien, bah ouais, on voulait savoir un petit peu comment ça se passe chez Payfit. C'est quoi, toi, dans tes équipes, la part de gens spécialisés ou experts en IA ou qui maîtrisent super bien Dust, Ouais. voilà. Écoute, ça, les contextes sont différents par équipe. Quand on a commencé, on n'avait pas, personne n'était vraiment expert en IA, en tout cas pas chez nous, mais on a identifié un cœur de 4-5 personnes au départ, qui étaient soit, c'était une combinaison de ultra motivés par ce sujet, des bases sur certains éléments, que ce soit en ingénierie, en data ou en product management. Et surtout, je pense, il y a un aspect culturel, le désir de se former et la capacité à le faire. Donc, donc ça, c'est ce que j'appelle un premier cercle. Il faut être capable, dans chaque boîte, d'identifier, entre guillemets, ses talents et ses compétences-là. Ensuite, il y a souvent comment créer un. Moi, j'aime bien parler de cercle concentrique. Comment créer un deuxième cercle qui est un peu cette logique de. Ils sont peut-être pas exactement au même niveau de compréhension sur des parties technologiques, sur on va dire la partie LLM, RAG avancé, méthode, etc. Mais ils ont une expertise métier et encore une fois une partie culture, etc., ou attitude, enfin, on va dire, ils sont tous partants pour le faire. Comment former ces gens-là et mixer entre le premier et le deuxième cercle les compétences pour avoir des outcomes, parce qu'en fait, si là je fais l'outcome, un très bon assistant sur Dust, c'est le résultat en général d'une aide du premier cercle avec une compréhension nécessaire de certains éléments du deuxième cercle et l'expertise métier du deuxième cercle. Et ensuite, le troisième cercle, c'est comment euh, socialiser ces sujets-là à un certain niveau et faire monter constamment le niveau du premier cercle, du deuxième cercle et du dernier cercle. Okay, et ces choses-là, moi, je crois beaucoup à la logique de l'émulation. Donc nous, par exemple, contexte spécifique, on avait peu de personnes côté data
qui avaient soit des compétences de data science, soit ces appétits-là. Et c'est plus venu de la partie product ops et ingénierie. Mais dans d'autres boîtes, ça vient beaucoup de l'équipe data, par exemple. Donc ça, je pense qu'il y a une diversité de. Nous, on a fait beaucoup de formations en interne, des conférences. C'est un peu la logique de. Si c'est un sujet important et que vous en parlez pas, ça sera jamais important. Plus c'est important, plus vous en parlez, plus vous répétez, plus. Donc nous, on a encouragé beaucoup de formations et aussi de partage et de dire, en fait, vous avez le droit d'essayer, vous avez le droit d'apprendre, vous avez le droit de prendre le temps. Et après, on est passé, vous n'avez pas le droit, vous avez le devoir. Nous, dans chaque, par exemple, rituel important, que ce soit, on a un weekly PM meeting avec tous les PM, etc. Sur les 30 minutes, il y a 5 minutes obligatoires sur l'IA avec quelqu'un qui vient présenter le dernier assistant sur lequel il a travaillé, le dernier cas d'usage, etc. Et on essaie de faire ça, voilà, je donne un exemple concret, mais à plusieurs niveaux. Et pour faire le lien un peu avec la deuxième question entre maison, build or buy, c'est pareil, nous on a commencé, j'ai parlé de Dust, j'ai parlé un tout petit peu de PFIT Copilot, j'en parlerai un peu plus, mais il y a 3 éléments. Il y a comprendre les roadmaps IA des outils que vous utilisez déjà. Que ça soit, je sais pas, ça peut être aussi simple que vous utilisez Google Workspace et il y a Gemini. Vous utilisez Slack et vous avez, nous on a fait par exemple sur certains de ces éléments, on a dit, on va utiliser Notion AI, on va utiliser Slack AI, on va faire un trial, etc. pour comprendre, augmenter aussi, on va dire, l'usage interne. Et ça ne veut pas dire qu'on est resté avec tous ces outils-là pour 2 raisons, soit parce qu'ils ne marchaient pas, ou pas assez bien, soit parce qu'il y avait une contrainte économique, parce que évidemment chacun a essayé d'augmenter les licences, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que dans votre stack d'outils, que vous ayez 10 ou 20 ou 30 outils, maintenant, il y a au moins, je dirais, 50% de ces outils-là qui ont des roadmaps IA. Est-ce que vous les utilisez bien? Est-ce que vous maîtrisez? Est-ce que vous avez les bonnes discussions avec vos partenaires? Qui est un point essentiel. Ensuite, quels sont les nouveaux outils? Parce qu'en fait, avec l'arrivée de l'IA, c'est clairement un moment, une révolution aussi sur cette partie-là, de nouveaux outils, de tools qui ont des approches différentes des players ou des outils historiques que vous utilisez, une refragmentation des outils, puisqu'en fait, sur chaque nouvelle technologie, il y a évidemment une logique d'hyper-spécialisation des nouveaux outils. Donc, nous, on teste, on essaie de se dire, on teste 3 ou 4 outils et il y a des contraintes de, par exemple, est-ce que, par exemple, sur la partie, on a lancé PFIT Copilot, on a des centaines de milliers de conversations clients avec notre assistant IA. Les problématiques d'observabilité et de user analytics sur ce sujet-là sont en fait des nouveaux sujets qu'on ne pensait pas ou auxquels on ne pensait pas ou qu'on ne traitait pas. Et donc la logique, il y a des logiques génériques. La partie observabilité, c'est pas un truc nouveau en ingénierie. La partie analytics, c'est pas un truc nouveau, mais appliqué à des nouvelles pratiques et des nouvelles fonctionnalités ou en lien avec l'IA, nous font poser de nouvelles questions et c'est des choses qui se développent. Et donc sur PFIT Copilot, nous on s'est dit, OK, on a en fait, quand on a commencé à travailler sur l'IA, on a, on va dire, catégorisé c'est quoi les cas d'usage internes et les cas d'usage externes. Et on s'est dit, pour plein de raisons, y compris 2 raisons, je vais en donner une interne qui est il y a aussi comment dépasser certaines peurs par rapport à l'IA et on se dit toujours, en fait, c'est plus facile de se l'appliquer en interne avant externe. Et puis, il y a la partie gestion du risque, hallucination, etc. OK, on se focalise sur la partie interne. Et là, on a dit, on va faire un pilote sur un petit cas d'usage et un pilote sur un gros cas d'usage, qui était la partie service client. On a fait ça. Et ensuite, on a eu assez de confiance parce qu'il y avait partie évidemment commune, moi, ce que j'appelle AI pipeline entre cas d'usage interne et cas d'usage externe. Et en gagnant cette confiance sur les cas d'usage internes, on s'est dit, mais c'est bon, on est prêt maintenant pour la partie cas d'usage externe, qui était l'assistant PFIT Copilot qu'on a lancé en juillet. Donc, on a pris avec une petite équipe
une squad, quelques ingénieurs, PM, designers, et on a développé ça avec évidemment des bases et compréhension de l'apprentissage de ce qu'on avait fait, mais focalisé sur ce cas d'usage. Et là, on s'est dit, bon, c'est hyper important de maîtriser ça. Ça ne veut pas dire qu'on fait tout. Évidemment, quand on analyse le stack, quand on a dit on build, mais en fait, on build, mais on ne va pas faire un LLM. Donc, on utilise différents LLM pour la partie embeddings, vectorisation, la partie output, la partie search, la partie re-ranking, etc. Et on contrôle l'interface, on contrôle une partie de l'architecture RAG, on contrôle la partie base de connaissances, donc ça nous fait réfléchir différemment aussi à l'exposition de la base de connaissances en lien avec les LLM et le RAG. Et voilà, on s'est dit, oui, on aurait pu faire ça différemment. Et d'ailleurs, on a testé certaines de ces choses-là avec des outils externes, mais au final, on s'est dit, non, c'est trop important pour nous de le maîtriser, etc., et de le faire en interne. Mais la majorité des choses qu'on essaye, on a une logique un peu d'expérimentation, on le fait sur la partie vraiment, c'est là où on utilise beaucoup de Dust sur, on va dire, tester rapidement quelque chose et voir si ensuite on a besoin de le développer en interne, mais ce qui est, on essaie de limiter pour différentes capacités la partie développement interne. Et une des personnes qui a été clé chez nous, qui était une personne jeune, motivée et très intéressée par ces sujets, qui était en Product Ops et qui est devenu le premier AI Ops chez PayFit. Et ensuite, c'est comme tout, dans chaque équipe, il y a des gens, j'ai parlé de culture, de formation, etc. Donc, sur mon équipe de PM, il y a les PM qui sont plus moteurs, il y a les PM qui ont développé des assistants, il y en a qui ont développé des assistants avancés, et il y a plein de sujets, que ce soit documentation, dialoguer avec les personas, du fraud management, des cas qui sont intégrés au workflow et à l'application et au produit, versus plus en support et en analyse. Donc il y a vraiment une diversité, et moi j'encourage les gens à se poser la question de faire l'effort intellectuel de comment je ferais ça avec l'IA. Et ça ne veut pas dire que l'IA est la réponse à tout, mais en fait, une nouvelle technologie comme ça, qui est révolutionnaire, nous pose la question et nous aide à poser la question de comment rechallenger, ce qui est une bonne pratique. Pourquoi on a fait ça comme ça les dernières années dans le produit. Et chaque boîte, on va dire, accumule de la dette, y compris de la dette de pensée, sur certains sujets. Donc, comment se rechallenger avec ça? C'est intéressant ce que tu dis. Comment, en fait, comment faire ça? Il y a aussi les différents use cases. Du coup, tu vois, en se posant cette question, tu vas dire, est-ce que je vais aider le business par de la limitation d'actes à faible valeur ajoutée réalisés par mes équipes? Et en réalité, ça, si tu libères du temps et de la bande passante à tes équipes, bah, ça influe aussi sur ton business. Et il y a aussi comment tu vas accélérer le temps de réponse, par exemple, sur des questions directement posées par les utilisateurs sur la plateforme et comment bien utiliser PayFit, etc. Et donc, en se posant effectivement ces questions-là, tu vas aussi réfléchir au bon use case et toujours aussi, en fait, grâce à l'IA et à l'accélération que ça amène sur tous ces sujets-là, comment tu vas faire pour influer sur le business. Ouais, et je vois par rapport aux questions, pour être très spécifique, par exemple, sur PayFit Copilot. C'est quoi les métriques et les hypothèses qu'on faisait, les métriques clés? Donc, la métrique primaire, c'est le taux de déflexion de tickets. Donc, grâce à PayFit Copilot, combien de tickets ont été évités pour le service client? Ouais. Deuxième, c'est quoi on va dire, et là c'est un peu plus compliqué d'un point de vue métrique, mais les patterns d'interaction. Alors nous, on est dans une logique où, on va dire, le temps passé dans l'application est vraiment pas un critère de succès, puisque les gens veulent passer le moins de temps possible à faire tourner la paye. Et donc, on est une logique en fait, où l'interaction avec un outil d'IA peut changer cette métrique-là. Et évidemment, des métriques de contrôle sur la partie satisfaction client, expérientielle, etc. Donc, on a fait des hypothèses et on est arrivé à
c'est une des mesures, évidemment, qu'on regarde fréquemment, à des taux de déflexion de tickets au-delà de 25%. Donc évidemment, l'impact business, il est énorme. On avait fait des hypothèses par rapport à ça. Et on continue, évidemment, c'est plus compliqué que ce que je dis, mais on mesure ces choses-là. Et par exemple, on a d'autres paramètres sur lesquels, c'est un peu plus compliqué, j'en ai parlé, comment observer et mesurer la qualité. Évidemment, on a plein d'inputs, de mécanismes, que ce soit l'analyse des conversations qualitatives et taux de réponse, le mécanisme qui est peu utilisé mais qui est quand même utile de thumbs up, thumbs down, qui est une autre source de feedback. Comme on a le handover entre la partie PFIT copilote et les tickets, on a aussi dans Salesforce la référence des conversations qui peuvent aider à la fois les agents, mais aussi à comprendre combien de tickets ont mentionné PFIT Copilot en positif ou en négatif. On peut faire de l'analyse de sentiments, etc. Et après, donc, quand on l'a lancé en bêta. Je me souviens plus, c'était exactement fin juin, etc. Et en fait, on a accéléré le rollout à 100%. Et on l'a fait en 3 semaines au final. Et ça, c'est en lien avec c'est quoi les hypothèses, le risque, le retour sur investissement, etc. Et on s'est dit, en fait, c'est juste trop utile pour les clients. Et en plus, plus on aura de clients qui utilisent, plus on va avoir une diversité de cas d'usage, de segmentation, etc., qui vont nous poser de nouveaux problèmes à régler d'un point de vue qualité par rapport à la complexité des tickets, évidemment. Donc voilà, je vous donne juste quelques éléments par rapport à ça. C'est super intéressant, super clair. On prend une toute petite question là, mais je pense que tu vas y répondre rapidement. C'est est-ce qu'il y avait un temps dédié pour se former à l'IA dans tes équipes, pour revenir sur un peu la question d'avant? Ouais, absolument. Donc nous, on a fait plusieurs choses. J'ai même au final formalisé un OKR qui n'est pas un OKR très clean et mesurable, mais qui est plus sur la logique culturelle. J'ai dit en fait 5 à 10% du temps des PM doit être utilisé pour se former à l'IA. Donc en fait, c'est juste un OKR qui est sur l'autorisation culturelle et l'obligation culturelle de se former. Et puis on a fait des choses très concrètes au sens des formations, etc. On a un hub sur Notion, on a une communauté Slack où on partage des choses, etc. On a fait une conférence sur une semaine AI Connect avec 12 interventions internes et externes. On ne dit pas vous êtes obligé de le faire, mais c'est quand même très recommandé. Et je pense que c'est là où la logique d'émulation est importante. C'est-à-dire que entre un leader comme moi dise des choses et tout, ça a un certain impact, mais en fait, ça doit être renforcé par plein d'autres mécanismes qui est mon collègue a fait ça, l'a présenté en team meeting, voilà, toutes ces choses-là s'additionnent et sont complémentaires. Mais très important de prendre le temps de se former, de développer, c'est quelque chose qui va vite, qui se développe tous les jours. Moi, je considère que c'est une obligation. Et par curiosité, tu as une formation justement AI Product ou enfin, tu vois, on va dire AI Product Management que tu recommandes ou vous faites du in-house, comment? Ouais, honnêtement, je pense que ce qui est intéressant, c'est il y a pas mal de formations gratuites, notamment offertes par les grands, par Google, Amazon, Meta, etc. Il y a des choses intéressantes sur Open Classroom. Il y a beaucoup de choses gratuites. Ouais. Je pense que ce qui est important, c'est se former sur la partie IA, comprendre les concepts de base, comment LLM fonctionne, etc. Ensuite, rien ne remplace utiliser, que ce soit avec tester, GPT, Mistral le chat, etc. Ensuite, il y a la partie regarder quelques vidéos sur la partie prompt engineering, parce que ça, c'est un truc, on va dire, pareil, c'est un art et une science où il y a des bases. C'est une mécanique. Et donc là, honnêtement, sur YouTube, il y a quelques vidéos très spécifiques. Et ensuite, il y a la partie, c'est quoi les cas d'usage
sur la partie produit. Et pareil, Dust liste des exemples de cas d'usage. Et après, il faut juste essayer de faire des choses. Ouais, donc nous, on a un peu rassemblé ces choses-là et partagé en interne des meilleures pratiques. Mais c'est pour ça qu'on a aussi un channel Slack, parce qu'en fait, il y a des trucs nouveaux, et puis j'ai vu ça, machin. Il y a un cours sur Hugging Face, sur Agentic AI. Tiens, je te le recommande, c'est vraiment utile, faites-le. Voilà, pour donner un exemple très, très concret. Super clair. Merci Sylvain. Je vois que le temps file. Est-ce que tu as peut-être une dernière chose ou une bonne pratique, un mot de la fin pour conclure sur ce sujet? Sur la partie IA, tu veux dire Ouais, sur l'IA ou le remettre le business au cœur grâce à ça. je pense qu'il faut. Euh, je peux comprendre certaines peurs ou certains questionnements, et d'ailleurs, c'est tout à fait OK de se les poser, que ce soit des contraintes éthiques, des aspects Mm. environnementaux, d'autres aspects, etc. Mais comme chaque peur, pour mieux comprendre et maîtriser, en fait, il faut utiliser. Euh, et donc, quand je vois par exemple les études qui sont assez bien faites, hein, par exemple de Slack, ils font des études sur Future of Workforce avec des dizaines de milliers Ouais. d'utilisateurs, etc. Et on a encore pas mal de gens qui disent euh, utiliser mais ne pas admettre, ne reconnaissent pas, ben, ça je l'ai fait avec l'IA, etc. Euh, et donc il faut réfléchir à ses propres biais et se dire, ok, non, en fait, c'est quoi les tâches, notamment on va dire, fréquentes sur lesquelles j'ai pas beaucoup de satisfaction, j'ai le sentiment de perdre du temps. Et je pense que la réflexion fondamentale, c'est comment utiliser l'IA comme un copilote, comme un accompagnateur, comme un coach, comme un Ouais. sparring partner, parce qu'il faut aussi espérer que la partie pensée critique, structurelle, etc., ne disparaisse pas de la capacité humaine. Et donc, Mm. c'est comment je m'accompagne, comment je m'augmente. Et ensuite, est-ce qu'il y a des cas d'usage plus simples pour commencer? Bah oui, par exemple, je pense qu'il y a déjà, sans l'admettre, au moins 90% des gens qui utilisent l'IA quand ils doivent faire du peer feedback ou leur prose, etc. Nous, c'est certainement, quand je discute avec les gens, le cas d'usage que tout le monde fait. Ça commence d'ailleurs un peu trop à se voir, donc je vous encourage quand même à bien comprendre l'output de l'IA et à mettre un peu euh, de personnel, d'humanité, de structure, voilà. Mm. Euh, et puis essayer de discuter avec d'autres, parce que en fait, c'est des sujets sur lesquels, si on prend n'importe quelle problématique, comment j'utilise l'IA pour la partie fraud management, comment j'utilise l'IA pour la partie benchmarking, qui est un truc, comment faire du benchmarking en tant que PM, etc. Il y a des trucs sur l'IA que l'IA permet. Et donc de réfléchir un peu à ces cas d'usage, à ces grandes familles de tâches ou d'activités. Et ensuite, il y a toujours quelqu'un dans votre environnement interne, dans les équipes, dans d'autres équipes ou à l'extérieur, sur lequel vous pouvez dire, en fait, je sais que cette personne est plus experte, etc. Comment je vais apprendre de cette personne sur ce sujet. On est là pour apprendre les uns des autres. Et il y a toujours des gens qui regardent certains éléments. Si vous demandez à un designer, est-ce que vous avez déjà utilisé, je sais pas, Lovable, V0, Bolt, toutes les apps qui permettent de faire du prototyping, etc. Ouais. La probabilité qu'il y en ait, elle est peut-être plus importante que chez certains PM. Mais encore une fois, c'est un truc sur lequel, si vous êtes un PM intéressé, ça va, je pense, que l'IA va changer beaucoup de choses sur le rôle euh, de chacun. Ça Mm. va effacer certaines frontières. Et donc, c'est pour ça aussi que ça met les gens mal à l'aise entre product manager, designer, mais aussi ingénieur. Okay. Et en même temps, ça va du coup renforcer le besoin de clarifier euh, l'essence des compétences clés de chacun et comment elles peuvent être augmentées par l'IA. Ouais, ça marche, Sylvain. Ouais, je suis assez d'accord sur la partie aussi. Voilà, tu parlais, enfin, autant sur la confiance, en fait, aussi, la confiance aveugle dans l'IA. Je pense il faut quand même nuancer. Tu as raison là-dessus. Autant sur des tâches d'automatisation, etc., on peut y aller les yeux fermés. Autant sur des sujets de rédactionnel, de benchmark, etc., faut être hyper, hyper prudent.
Bon, j'utilise évidemment beaucoup de ChatGPT et d'autres GenAI, et je vois bien que sur des sujets, notamment sur la partie product management, il y a des aberrations qui sont sorties parce que, comme quelqu'un l'avait dit, et j'aime bien répéter ça parfois, c'est de la science infusée et pas de la science infuse. Et donc, il faut savoir poser les bonnes questions, les reformuler, les challenger pour être sûr d'avoir le bon résultat. Et en fait, je pense que l'IA ne doit pas on ne doit pas avoir une confiance aveugle là-dedans, et ça doit venir nous, comme tu as dit tout à l'heure, nous augmenter, mais pas non plus enfin, remplacer toute la recherche qu'on peut faire, toute la littérature qu'on peut aller regarder. Alors oui, si tu prends, tu vas chercher, je dis des bêtises, hein, cinq articles sur le même sujet, tu les mets dans ChatGPT, tu lui demandes de résumer, de synthétiser en prenant vraiment spécifiquement un résumé des insights qui sortent de ces éléments-là sans inventer. Voilà, dans le prompt, il faut vraiment être très détaillé, sans inventer quoi que ce soit ou en allant chercher des choses ailleurs. Là, je pense que ça peut être un accélérateur. Mais par contre, dire juste, est-ce que tu peux me dire ce que tu comprends de ça? Ça va aller chercher des articles, et parfois, ça prend un article de 2024. Il y en a un en janvier 2025 qui est sorti, et c'est plus à jour, tu vois. Des choses sur même des législations. Tu vois, une législation qui a été où il y a eu enfin, ça a été posé. Il y a plein de questions enfin, plein de, pardon, c'est enfin, pas des questions, mais plein de postulats qui ont été posés, etc. Et puis, en fait, entre le moment où euh, ça a été rédigé et le moment où ça a été vraiment voté, bah, Bien on sûr. est peut-être revenu sur certaines choses, et donc c'est plus à la page. Donc vraiment, voilà, quand même Bien faire sûr, non, attention, c'est un faire très bon attention exemple, à bien bien sûr. ça. Mais nous, par exemple, tu vois, on est dans une, évidemment, on opère dans une industrie, entre guillemets, réglementée et Bien sensible à la sûr. législation. Et Mm. bah, par exemple, maintenant, on a un assistant IA spécialisé qui va chercher dans l'API de deux ou trois sites Ouais. gouvernementaux les bons updates, qui les catégorise, les analyse, etc. Et ça nous fait gagner des dizaines d'heures sur un Mm. process très très spécifique qui était très très euh, enfin, Chronophage. chronophage et en plus Ouais. pas très sexy et qui nous aide. Et ben, après, il y a la partie validation humaine. Donc des cas d'usage comme ça, il y en a des centaines en fait. Et bah super. Et ben écoute, Sylvain, moi j'ai été ravi de te recevoir. Vraiment, c'est un sujet, je pense qu'on peut en parler plus qu'une heure. C'est un sujet qui intéresse tout le monde et qui en plus est extrêmement d'actualité. Mais on n'a pas plus qu'une heure, donc je te remercie Sylvain. Et puis, De rien, merci à tous. J'espère que ça a été utile. Voilà. yes, merci à tout le monde. Et puis, bah, à très bientôt. Bye Salut. bye.